Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la diffraction à l'infini par une fente circulaire. On va reprendre exactement ce qu'on a fait il y a deux cours sur la diffraction à l'infini et on va l'adapter cette fois-ci à une fente circulaire, contrairement à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente où on avait adapté cette formule à une fente rectangulaire. Vous allez voir, c'est plus technique et plus compliqué au point de vue mathématique, donc on va passer quelques petits détails sous silence. Je vais vous donner les grandes lignes et puis on verra surtout le résultat final qui lui est par contre important à connaître. Alors, on reprend exactement la situation précédente. On a une source monochromatique à l'infini, une onde plane monochromatique qui vient éclairer un plan diffractant. Les fronts d'onde de l'onde plane monochromatique sont parallèles au plan diffractant pour simplifier le calcul, ce qui nous a permis de mettre le A0 ici en facteur, puisque c'est une constante, hein, c'est l'amplitude qui éclaire notre écran. Et on a remplacé notre fente rectangulaire par une fente circulaire. Cette fente circulaire est définie par un rayon, grand R ici, et on va calculer ce qui va arriver au point M en ce point. Alors on a déjà fait des développements limités pour justement passer à la diffraction à l'infini, et donc on a déjà exprimé tout ce qu'il faut en fonction de x et grand X. X c'est la coordonnée, je vous le rappelle, au niveau du plan d'observation, et grand X c'est les coordonnées au niveau du plan diffractant, et puis pareil pour y et grand Y. On va adapter ça, et comme on a une géométrie cette fois-ci circulaire, on va utiliser des coordonnées circulaires, donc voilà, les coordonnées polaires sont plus adaptées. Donc pour se balader notre point P ici, on va transformer x en coordonnées polaires, avec ρ cosinus phi et y égale ρ sinus phi, et on va faire la même chose pour x, on va positionner notre point M ici en fonction de coordonnées polaires r θ, donc on a x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. Et on va remplacer ça dans les équations ici. Alors ça va créer des choses plus compliquées, puisqu'on va faire après des cosinus et des sinus dans l'exponentielle. C'est là où l'intégration va être beaucoup plus compliquée. Avant ça, donc là c'est ce que j'ai fait ici, j'ai juste remplacé petit x et grand X et factorisé. Donc comme on a toujours x, grand X, y, grand Y, on va toujours avoir le ρ et le r qu'on va pouvoir mettre en facteur, que j'ai mis ici. Et ici on a le produit des cosinus, et ici le produit des sinus. Et il faut faire attention, il faut également exprimer dx, dy proprement. On obtient donc un ρ, des ρ, des phi. Ça, normalement, vous avez l'habitude de faire ce changement de variable, donc je ne vais pas le préciser ici. Une fois qu'on a ça, on va exprimer cette fois-ci notre fonction de transparence. Alors elle vaut partout 0, sauf à l'intérieur du trou qui est sphérique. Donc finalement, tant que le rayon ici reste inférieur à grand R, on a une transparence de 1, et dès que petit ρ devient plus grand que R, et ben on a quelque chose qui est égal à 0. Donc cette fonction de transparence s'écrit assez facilement. Elle s'écrit égal à 1 lorsque ρ est inférieur à R, et elle s'écrit égal à 0 si ρ est plus grand que R. En fait, ça va avoir comme conséquence de modifier les bornes, puisqu'on peut mettre ici finalement 0 à chaque fois que R est plus grand que ρ est plus grand que R. Donc on va seulement intégrer de 0 à grand R en ce qui concerne la variable ρ, et on va intégrer par contre phi, on peut le faire balader tout autour, hein, sous forme de cercle, enfin en forme de disque. On va pouvoir le faire tourner, et donc phi, on va le faire varier entre 0 et 2π. Quand on fait ça, on va séparer d'abord l'intégration selon phi, et après l'intégration selon ρ, mais faites attention, cette formule, elle dépend de ρ également, donc il faut faire attention lorsque vous allez faire votre intégration. Alors justement, on va voir techniquement cette intégration est compliquée, et c'est ce qui fait tout le problème de ce calcul. Donc vous avez ici la formule réécrite, et en fait, on peut déjà remplacer ce cosinus θ, cosinus phi plus sinus θ, sinus phi par un cosinus de θ moins phi. C'est une formule de trigonométrie qui est bonne à connaître. Et ici, on se retrouve avec une formule qui est très compliquée, et en fait, c'est une fonction de Bessel. Cette fonction de Bessel, c'est donc en fait une intégration, c'est une fonction qui est bien particulière, et en fait on ne sait pas l'intégrer de façon exacte, on est obligé de l'intégrer de façon numérique. Donc on a des tables qui nous permettent de calculer cette intégration entre 0 et 2π de ce type de formule. Donc ça, cette fonction-là, si on la calque sur une fonction de Bessel, vous avez ici la définition de fonction de Bessel. Alors le sinus, on peut le transformer en cosinus, ça c'est pas un problème, ça donne, il suffit de changer les barres, les bornes d'intégration, et le cosinus devient un sinus, c'est équivalent. Donc ça, le fait qu'il y ait un cosinus ici ou un sinus ici sur cette forme de fonction de Bessel, ça pose pas de problème. Et cette fonction de Bessel, c'est donc 1 sur 2π, l'intégrale de moins π à π de exponentielle de moins i
facteur de n θ moins x sinus θ. On va intégrer donc sur θ, donc là c'est pas marqué, il y a un petit oubli, et on obtient une fonction donc, qui dépend de x, et n c'est ce qu'on appelle l'ordre de la fonction de Bessel, et on va pouvoir mettre différents ordres, en particulier ici on va devoir mettre un ordre 0, alors j'ai mis 1, tiens, pourquoi? C'est de 0 ici, c'est de l'ordre 0, pour faire disparaître ce terme, puisque vous voyez qu'on n'a pas ce type de terme dans notre expression. Donc, cette fonction, cette intégrale, on va la remplacer par une fonction de Bessel en choisissant proprement l'argument de cette fonction de Bessel. Ici, il faut choisir 2pi r rho sur lambda d pour correspondre, puisque ça correspond au x dans cette formule. Si vous oubliez cette partie-là, vous avez exponentielle de i x sinus θ. Le sinus, on transforme en cosinus en mettant un 0 et un 2pi ici. On a bien ça, et puis on va remplacer toute cette partie-là par ce qui est ici, et ça nous donne cette expression. Ok, alors voilà, c'est pas quelque chose que je vous demande de connaître, hein, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. On va quand même s'en servir, donc on remplace cette intégrale par cette fonction de Bessel qui est intégrée numériquement, et après, il faut encore intégrer cette fonction de Bessel entre 0 et r avec cette forme-là. On va faire varier ρ de 0 à r. Alors la fonction de Bessel, elle a une propriété qui va être utile ici. Elle a une propriété écrite sur la dérivée le plus souvent, mais c'est l'intégration qui va nous intéresser. Si on prend une fonction de Bessel multipliée par x puissance n, une fonction de Bessel d'ordre n multipliée par x puissance n et qu'on la dérive par rapport à x, et dans ce cas-là, on se trouve avec x puissance n, la fonction de Bessel à l'ordre moins 1 fois x. Alors on peut retourner cette propriété en prenant l'intégration de part et d'autre, et donc finalement on peut écrire ça d'une autre forme. On a que x puissance n jn de x, donc x puissance n fois la fonction de Bessel à l'ordre n, c'est égal à l'intégrale de 0 à x de x puissance n de jn moins 1 x dx. Ça non plus, c'est pas une propriété que je vous demande de connaître, mais on va s'en servir puisqu'on peut reconnaître exactement ce type de forme ici. Ici, on a l'ordre 0. Donc ça correspond à notre n-1, hein, cette partie-là. Et puis ici, donc on aurait ρ puissance n avec n puissance facteur 1. Donc en fait, finalement, cette forme-là, c'est exactement ça, mais si vous prenez n égale 1, vous pouvez vérifier, on prenez n égale 1, ça fait x, et là ça fait j0. On a exactement ce type d'intégration avec, naturellement, ici on intègre sur ρ, alors que là on intègre sur x. Donc on va pouvoir remplacer cette intégration par x puissance n, j à l'ordre n, x, sachant que n pour nous ici c'est 1. Donc si on fait ça, on obtient... Alors il faut faire un petit changement de variable avant pour que les choses se passent bien. Donc on va remplacer pour donner les bonnes bornes, puisqu'ici vous voyez que ça c'est par x, et ici c'est ρ, donc on va faire un changement de variable. On va poser tout simplement que ça, on l'appelle ça u. Donc ça c'est U, et donc le DU, il suffit de dériver ça par rapport à ρ, donc on obtient cette formule-là, et donc finalement ρ, on va le remplacer par ça, donc là j'ai juste pris tous les termes et basculé de l'autre côté, donc ça me fait ρ égale lambda d sur 2pi r u, et dρ, c'est pareil, je renverse de l'autre côté, et j'obtiens dρ égale lambda d sur 2pi r du. Et si je fais ce changement de variable, on va pas intégrer entre 0 et r, mais entre 0 et 2pi r grand R sur lambda d. Donc cette intégration, on va l'écrire sous cette forme-là. Et cette fois-ci, là, on a notre forme u, j0u, ça c'est une constante, et ça c'est une constante que je vais pouvoir sortir. Donc c'est ce que je fais, et en plus je la simplifie. Et je retrouve exactement la forme de tout à l'heure, celle qu'on avait ici en prenant j égale 1. Voilà, donc ça c'est vraiment une étape un peu compliquée, mais ça va me permettre de remplacer cette intégration par x puissance, enfin u puissance 1, j1 de u. Donc c'est ce que j'obtiens, et je vais le prendre entre les bornes 0 et 2pi r grand R sur lambda d. Ok, alors cette fonction de Bessel, si vous regardez bien, si vous la prenez en j égale 0, si vous prenez x égale 0, ça fera 0, puisque vous allez intégrer de 0 à 0, donc vous allez obtenir une intégration nulle. Donc la borne 0 ici vaut 0, donc finalement il n'y a que la borne avec qui compte, la borne au-dessus, là, le 2pi r grand R sur lambda d qui intervient, et j'obtiens donc cette forme pour décrire l'amplitude lumineuse qui arrive sur mon écran. Vous avez quelque chose d'assez terrible, on est d'accord. On va simplifier quand même.
et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc là, je fais les simplifications un peu vite. Encore une fois, ce calcul est compliqué et je veux vous le passer rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les conséquences, mais je voulais quand même vous le présenter. Donc c'est pour ça que je fais un peu vite. Les 2π ici vont se simplifier. Le grand R ici, on va le conserver. Le R ici va simplifier en partie avec le R carré qui est ici, donc il va me rester plus qu'un R au dénominateur. Le lambda d qui est là avec le lambda d qui est là vont disparaître, et je me retrouve avec un A0, poubelle exponentielle de grand R sur R, fonction de Bessel de 2π R grand R sur lambda d. J'ai pas précisé ça, mais vous voyez que mon argument de ma fonction de Bessel est sans dimension, et la fonction de Bessel sera donc sans dimension. Ça, c'est une chose importante, puisque tous les termes de votre fonction de Bessel que vous avez décrit ici, tous les termes sont sans dimension, donc tout va bien. D'ailleurs, comme le x apparaît ici dans l'exponentiel, il faut absolument qu'il soit sans dimension, donc tout va bien. Ça, c'est sans dimension. Ça, finalement, ça va se simplifier, c'est sans dimension. Et donc, vous avez finalement que l'amplitude, c'est bien une amplitude, tout va bien. Au point de vue dimension, on n'a pas de problème. Alors comme d'habitude, on ne cherche pas à exprimer l'amplitude, on cherche à exprimer l'intensité. Donc on va prendre cette formule et on va la mettre au carré. On va prendre 1/2 de la moyenne temporelle de A fois A étoile. La poubelle à exponentielle va disparaître, le A0 va nous donner un 0 carré, le 1/2 je l'ai mis devant. Et puis le R sur grand R sur petit r va me donner un R2 sur petit r2. Et vous avez la fonction de Bessel à l'ordre 1 au carré. Et on peut simplifier encore, on va dire que tout ça, c'est finalement un terme qu'on appellera I0, pour simplifier l'expression. Finalement, ça c'est juste une amplitude, une intensité qui dépend vraiment de la luminosité de notre source, principalement. Et vous avez un terme ici de rapport entre les deux rayons, le rayon sur lequel le rayon de l'ouverture au carré sur le rayon sur lequel on regarde. En fait, ça c'est un terme géométrique. Plus l'ouverture sera grande, plus j'aurai de la lumière qui passe, donc plus l'intensité sera grande, et plus je m'écarterai, plus la lumière sera faible, et donc on a la compétition entre les deux. Plus je m'écarte de l'écran, au niveau de l'écran. Donc on va regarder un peu plus précisément à quoi ressemble cette fonction, mais tout d'abord, traçons-la. C'est une fonction, je vous ai dit, numérique, donc on la calcule, et on obtient ce genre de courbe. Donc voici ce qu'on obtient, c'est une courbe à 2 dimensions. On voit que ça dépend que de R et pas de θ, donc ça veut dire qu'on va avoir la même valeur quand on tourne en θ. Donc ça, c'est important, on a une figure qui est symétrique avec un axe de révolution autour de l'axe d'arrivée. Je vais revenir sur le précédent, le premier dessin, on avait cette symétrie, on la voyait, c'est-à-dire que cet axe-là, l'axe qui est défini ici, est un axe de symétrie de révolution, puisqu'on se retrouve tout le temps dans la même situation, quel que soit l'endroit où on se met autour de cet axe, donc on s'attend à avoir une symétrie sur la figure de diffraction, et c'est ce qu'on obtient, puisqu'on voit que la figure de diffraction ne dépend que du rayon par rapport au centre de notre écran. Donc on obtient des cercles concentriques, une tâche centrale et des cercles concentriques, et cette figure s'appelle une figure d'Airy. Voilà, ça vous avez déjà dû l'entendre, cette figure d'Airy, et elle vient de cette formule. Alors maintenant, je vais faire un tout petit encart pour vous montrer un petit peu. Cette fonction, elle est compliquée, mais en réalité, cette fonction, on pourrait l'approximer assez facilement par un sinus cardinal, qui aurait les mêmes arguments ici, et on peut le voir ici, si vous prenez cet axe X, vous avez une distribution qui va être piquée au centre, et puis avoir une première bosse plus faible, une deuxième, etc., etc. Et ça ressemble beaucoup à un sinus cardinal au carré, et après, pour obtenir cette symétrie, vous le faites tourner, et vous allez obtenir quelque chose qui va ressembler à cette fonction d'ordre 1 de Bessel au carré. Alors c'est une approximation, mais en tout cas c'est une bonne vision. On a quelque chose finalement comme une fonction sinus cardinale qui dépend elle de R et qui va tourner autour de l'axe de révolution. Ça nous donne notre figure d'Airy. Alors, très souvent, on va décrire cette figure de différentes façons, et ce qui est important, c'est d'imaginer que on a cet effet d'homothétie. Si je mets mon écran proche, je vais recevoir, donc là c'est un petit dessin à deux dimensions, vous avez l'ouverture qui est ici, avec l'axe des X par exemple, et puis l'axe des petits X
ici, et si vous regardez la lumière qui part dans cette direction θ, vous mettez votre écran ici, vous mettez là, vous mettez là, vous mettez là, vous allez observer la même chose au facteur de réduction en distance qui est R2 près, puisque le facteur R va diminuer, enfin va augmenter ici, donc vous allez avoir une atténuation. Mais si vous mettez ici ou là, vous allez avoir la même, si vous êtes au niveau d'une frange lumineuse, d'un anneau lumineux, vous allez retrouver votre anneau lumineux. Et donc finalement, ce qui est plus intéressant, c'est de décrire cette distribution de lumière par rapport à l'angle phi entre l'axe de révolution et donc la direction que vous regardez par rapport au point M. Alors ce sinus phi, vous l'obtenez, l'angle phi, il est lié naturellement à la distance entre votre ouverture et votre écran, D, et puis votre rayon R, et on a un sinus phi qui est donné par R sur D, et dans l'approximation des petits angles, si vous restez proche du centre, et ben ça va vous donner quelque chose qui est proche de phi. Et si on étudie notre fonction de Bessel, on peut montrer que le rayon angulaire, donc l'angle sous lequel on voit la première tâche ici, de là jusque là, et ben c'est ce qu'on appelle le rayon angulaire de la tâche centrale. Il est donné par phi 0, qui est égal à 1,22 lambda sur 2r. 2r en fait c'est le diamètre, hein, donc c'est 2 fois le rayon, c'est le diamètre, et vous avez un coefficient 1,22 qui apparaît, et la longueur d'onde. Alors pourquoi cette tâche, cette épaisseur est importante? On va imaginer encore quelque chose. Imaginons qu'on a une source ponctuelle ici qui est très loin, A, et une source ponctuelle qui est très loin, B, et qui envoie donc des rayons parallèles. On se retrouve dans la situation précédente, et on a un angle phi entre ces deux directions. On regarde ces deux sources ponctuelles qui sont très loin à travers un diaphragme, une ouverture circulaire, et ce qu'on va obtenir pour A, c'est une figure d'Airy, donc une tâche centrale avec des anneaux autour, et pour B, on va trouver exactement la même chose, une tâche centrale et des anneaux autour. Et vous imaginez bien que si l'angle phi est trop petit, les deux tâches vont se superposer et on va pas pouvoir discerner A et B. Donc on va avoir un problème à cause de la diffraction qui va faire qu'on ne peut pas voir nettement A' et B', les deux images de A et B sur notre écran. Alors, ce qu'il faut, c'est que finalement, la distance entre A' et B' soit suffisamment grande pour que le signal étalé dû à la diffraction de A' atteigne son zéro avant le début, finalement, de la tâche centrale d'Airy de la source B, ici, donc de l'image B'. Et donc on va décider un critère qui sera un critère pour savoir si on arrive à séparer A', B' ou pas. Ce critère, il va être sur l'angle phi, et on va supposer que ce qu'il faut, c'est que la tâche d'Airy ait eu le temps donc on ait atteint son premier minimum ici, et que la position de l'autre maximum de la tâche B' soit plus loin que ce point-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le critère de Rayleigh. Il faut que l'angle ici, finalement, phi, soit plus grand que l'angle phi 0 qu'on a défini précédemment pour que les deux tâches se séparent sur notre écran. Et donc, il faut que phi soit supérieur à 1,22 lambda sur D. Ça, c'est un résultat qu'il faut connaître. Et voilà, je vous demande de le savoir. Donc, il y a deux résultats majeurs à savoir. C'est qu'une ouverture circulaire, ça fait une figure d'Airy, une tâche d'Airy, et que vous pouvez vous rappeler que ça ressemble beaucoup à un sinus cardinal au carré qu'on aurait fait tourner pour obtenir cette géométrie, cette symétrie cylindrique au niveau de l'écran. Et puis ce critère de Rayleigh, pour que deux tâches soient distinctes à travers une ouverture circulaire, il faut que l'angle entre les deux sources initiales soit supérieur à cet angle phi 0 qui est égal à 1,22 lambda sur D, D étant le diamètre de votre ouverture circulaire. Voilà.